Bien qu'elle ait fait une carrière plus longue à Ottawa, elle a laissé un héritage important de réalisations pour le Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Madame Robillard. Bonjour. Dans son livre, M. Chrétien mentionne que les relations n'étaient pas très bonnes dans le camp du non. Il y avait des frottements entre fédéraux et provinciaux. Avez-vous essayé de remédier à ça? Étant donné que je venais du provincial et M. Chrétien m'avait dit qu'il avait même validé ma nomination auprès de Daniel Johnson pour que le lien se fasse plus facilement entre les deux équipes. D'ailleurs, quand je me suis présentée à la partielle, Daniel Johnson était même venu à mon comité électoral pour me supporter. Alors, c'était très clair. Mais j'imagine, je ne sais pas, j'en ai pas vécu beaucoup de campagnes référendaires là, dans ce rôle-là, mais j'imagine qu'il y a toujours une tension entre le provincial et le fédéral. D'abord, c'est le provincial qui est responsable de la stratégie référendaire. Selon la loi référendaire du Québec, c'est le leader du camp du non qui détient donc les décisions finales. Mais le gouvernement canadien, peu importe le parti qui est là à ce moment-là, joue un rôle primordial. Et c'est comme l'existence du pays qui est remis en question. Donc, le premier ministre canadien se sent interpellé, drôlement. Fait que c'est certain qu'il y a des tensions entre les deux. Et en plus, il faut regarder les affinités entre les leaders aussi. Autant j'ai noté la grande affinité de travail entre Daniel Johnson puis Jean Charest, qui était à Ottawa. Il y avait une très grande affinité entre ces deux-là. Il y avait une chimie qui se passait. Autant il n'y avait pas cette chimie-là entre Daniel Johnson et Jean Chrétien, qui était mon patron, mon premier ministre. Et je me souviens d'un repas où avec ces deux hommes-là, avec Daniel Johnson à ma droite, M. Chrétien à ma gauche. Ouh! Hein? Alors, c'est bon, il fallait arrondir les coins et en plus, c'est très clair que Daniel ne voulait pas la présence de M. Chrétien très souvent au Québec dans cette campagne-là, pas plus que mes collègues ministres fédéraux. Alors, il y a eu des tensions, je dirais, dans toute ma carrière politique, là, 5 ans provincial, 13 ans au fédéral, je dirais que c'était ma période la plus difficile. Pour moi, de vivre cette tension-là, d'abord mon groupe d'appartenance que je venais de quitter et que j'adorais, et puis là, mon nouveau groupe que j'apprenais à connaître, puis de faire les liens entre les deux, et c'était très difficile personnellement, mais je me suis mise dans la tête, oublions les tensions entre nous, gardons toujours l'objectif. C'est quoi l'objectif? C'est de gagner le référendum. Est-ce que vous avez réussi à faire passer vos opinions, les opinions du gouvernement canadien à M. Johnson et à M. Charest, autant sur l'organisation que sur la stratégie? À faire passer les opinions, certainement. D'abord, je participais régulièrement au comité de stratégie. Alors, à faire passer nos opinions, est-ce qu'elles étaient retenues? Ça, c'est une autre question. Et en plus, vers la fin, ça l'a glissé. Puis il y a des événements qui sont arrivés qui n'étaient pas planifiés nécessairement par le comité du non. Alors, il y a eu là des tensions, mais je dirais que oui. À quoi vous faites allusion? Je pense de façon particulière au grand rassemblement qui a eu lieu à Montréal, qui avait été initié par mon collègue de Terre-Neuve, Brian Tobin, à l'époque, et ma collègue Sheila Copps,
et que je n'étais pas au courant de ça. Là. Je l'ai appris, c'était tout organisé. Là. Alors, il y a des mots. Parce que là, il y avait une crainte. Rappelez-vous, vers la fin, là, il y avait une crainte de perdre le référendum. Alors, il y avait de la panique qui s'installait un peu partout, là, de notre côté et ailleurs au pays. Alors, ça aussi, ça faisait partie de la dynamique. Donc, il y a eu une certaine période de la campagne, un doute que ça pouvait basculer autant dans le camp du oui que pour l'option du oui que pour le camp du non. Écoutez, je pense que les chiffres même le révélaient. À partir du moment où Lucien Bouchard s'est assis dans la chaise du conducteur du côté du oui, les choses ont commencé à basculer. Avant ça, les chiffres nous étaient très, très favorables, et même dans nos sondages internes. Et à partir du moment où Lucien Bouchard est arrivé et a pris le leadership du camp du oui, on a commencé à avoir des problèmes. Et c'est là que, jusque vers la fin, on a eu des craintes. Pendant tout ce temps-là, vous arriviez à Ottawa dans un nouveau milieu politique. Comment s'est fait votre adaptation aux communes? Aux communes comme telles, je dois vous dire que je n'ai pas eu le temps de m'adapter dans le sens suivant. La journée où j'ai prêté mon serment de député, j'ai aussi prêté mon serment comme ministre du Travail. En même temps, j'étais ministre du Travail. Et quand je suis arrivée à la Chambre des communes, donc on était en pleine session quand moi j'ai prêté serment, j'ai été présentée à la Chambre des communes. Il est de tradition que c'est le premier ministre et le lieutenant politique qui vous amènent jusqu'au président de la Chambre, etc., et qui vous amènent à votre siège. Et la période de questions commençait. Alors, l'opposition a tenté d'essayer la petite nouvelle qui venait d'arriver à Ottawa en me faisant poser une question en anglais. Et moi, ça faisait 5 ans que je travaillais au Québec uniquement en français. Mon anglais était pas mal rouillé. Je me suis levée, j'ai foncé, j'ai répondu. Pas sûr que c'était logique, là, je ne connaissais pas aucun dossier au travail. Mais juste le fait que j'ai foncé comme ça, l'équipe autour de moi s'est levée, m'a fait une ovation pour m'encourager à continuer. Mais dans le fond, l'adaptation à la Chambre des communes s'est faite rapidement à cause d'un événement. 15 jours après mon arrivée, il y a une grève des chemins de fer à l'échelle du pays. Comme on dit, coast to coast. Et voilà que le premier geste que j'ai à poser comme ministre du Travail, c'est d'amener une loi au Parlement de retour au travail. Ce qui est... Ça partait mal, mon mandat. Et donc, à la période de questions, à tous les jours, la première question de l'opposition officielle était sur cette grève des chemins de fer. Et qui était le chef de l'opposition officielle à l'époque? Lucien Bouchard. Alors, à tous les jours, la période de questions. Et là, écoutez, je pense que mon expérience de l'Assemblée nationale m'a énormément aidée. Je ne sais pas si j'en serais sortie vivante si je n'avais pas eu d'expérience politique comme quand je suis arrivée au Québec. Et là, j'ai amené la loi de retour au travail au Parlement. On est obligé de siéger la fin de semaine. Et je ne connaissais pas beaucoup M. Chrétien, là, moi. Et je me rappelle, on est assis au Parlement un samedi après-midi, au mois de mars. Il se tourne vers moi. J'étais en billet avec lui où j'étais assise. Il se tourne vers moi et il me dit « Madame Robillard, ça fait, je ne sais pas, là, 35 ans que je siège ici. Je n'ai jamais siégé la fin de semaine. Et ça fait 15 jours que vous êtes arrivé et vous m'obligez à être ici aujourd'hui. » Alors, j'étais... Et là, je ne savais pas s'il blaguait ou pas, parce que, naturellement, il blaguait. Alors, c'était assez marquant. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de rentrer dans le feu de l'action immédiatement. Et l'adaptation s'est faite là. Elle s'est faite dans le processus aussi législatif, parce que c'est tout un autre mode de fonctionnement au niveau du fédéral.
Alors là, je découvrais, hein, de semaine en semaine, le processus législatif différent, mon rôle comme ministre aussi dans le processus législatif. Vous savez, on ne fait pas partie des comités parlementaires comme ministre au fédéral. On est invité au comité parlementaire pour aller présenter notre projet de loi aux députés. On fait notre présentation qui dure 1 heure, 2 heures, on répond aux questions et on se retire. Par la suite, les députés eux-mêmes, sans la ministre qui est responsable du projet de loi, convoquent des témoins, écoutent des témoins, proposent des amendements au projet de loi. Vous n'êtes plus là autour de la table. C'est différent. Oh! Quel pouvoir ils ont, les députés! Et en plus, quand vous avez fini, je le savais pourtant théoriquement, mais je le vivais pratiquement. 3e lecture, projet adopté. Bon, mon Dieu que je suis contente. Et là, mon sous-ministre me dit, bien, maintenant, Mme Orbian, on s'en va au Sénat et on recommence. Je dis, quoi? Oui, on recommence. Il faut aller au comité parlementaire du Sénat. Alors, c'était tout un ajustement, je dirais. En 1998, M. Johnson, au Québec, démissionne comme chef du Parti libéral. C'est un monde que vous connaissez bien. Est-ce que vous avez été tenté de revenir pour lui succéder? Non, pas du tout. Non? Ça ne vous est pas passé par la tête? Non. J'étais passée à autre chose. Et il était devenu clair aussi dans ma tête que je n'avais pas l'ambition de devenir premier ministre. C'est un choix que je faisais très consciemment. J'en avais plein les bras d'être ministre, plein les bras dans le sens que ça l'occupait toute ma vie. Ça avait un impact déjà très important sur ma qualité de vie. Et alors, j'imaginais ce que ça voulait dire être premier ministre. Et j'avais décidé que non. Non, j'étais pour être un membre de l'équipe, influent, mais non pas vouloir être numéro 1. À Ottawa, vous avez dirigé au moins une demi-douzaine de ministères. Vous venez de parler du travail. Vous en avez dirigé d'autres. Lesquels vous ont donné plus de satisfaction? Oh, quelle question difficile! Le travail au début, ensuite l'immigration pendant presque 3 ans, ensuite le Conseil du Trésor pendant presque 4 ans, ensuite ministre de l'Industrie, ministre des Affaires intergouvernementales aussi, mais je dirais de par la longueur des mandats. Je vous dirais le Conseil du Trésor. Je ne sais pas si je vous surprends un peu, mais je vous dirais le Conseil du Trésor. Je vais vous demander pour quelle raison. Bien, parce que le Conseil du Trésor est au centre de toutes les décisions gouvernementales. C'est là qu'est l'argent. C'est là qu'est l'argent. Vous avez une vision d'ensemble de tout le gouvernement, de ce qui se passe partout. Il y a un ministère où vous étiez très près de la clientèle, c'est à l'immigration. C'est un ministère fort intéressant, mais très difficile aussi, parce que la loi de l'immigration donne toujours un pouvoir de dernier recours au ministre ou à la ministre de l'Immigration. Ce qui veut dire que, prenons pour acquis, d'abord, il faut diviser les immigrants d'un côté et les réfugiés de l'autre, 2 catégories complètement différentes. Les immigrants, c'est une personne qu'on va aller choisir, sélectionner nous-mêmes, qu'on veut qu'elle vienne vivre au Canada. Le réfugié, c'est parce qu'il a besoin d'une protection de son pays et on l'accueille au Canada. Donc, 2 systèmes complètement différents. Je reviens au Conseil du Trésor que vous avez aimé diriger. Vous aviez la responsabilité du programme des infrastructures, donc Aussi. Une relation avec les provinces. Comment ça se passait avec... c'était le gouvernement péquiste qui était à Québec. Oui, bien là, ça c'était un peu plus difficile. Un peu plus difficile parce que c'était la négociation avec Bernard Landry. Si je me souviens bien, à l'époque, il était ministre des Finances. Et ce n'était jamais facile avec M. Landry. Et quelques années plus tard, aux affaires intergouvernementales, je crois, où vous aviez une responsabilité des relations encore avec les provinces,
Là, au Québec, je crois que c'était le gouvernement Charest qui était Oui. en place. Oui. Il y a eu des ententes santé, garderie, Ah oui. congés parentaux, enfin, j'en oublie peut-être. Alors, quand on est arrivé, moi, j'arrive comme ministre des Affaires intergouvernementales. C'est Paul Martin qui m'a nommé à ce ministère-là. Il me nomme pendant l'été, en juillet. Et au mois de septembre, il y a la rencontre des premiers ministres de toutes les provinces pour négocier l'accord sur la santé. On a négocié la notion ou le principe de fédéralisme asymétrique. Un fédéralisme asymétrique, ça permet des ententes particulières. Avec une province. Avec une province. Mais la notion de fédéralisme asymétrique, on voulait qu'elle soit acceptée par tous les autres premiers ministres. Que ce ne soit pas juste une entente, un principe avec le Québec, ça existait. Alors, le défi était de taille et je dois dire que Jean Charest a été un acteur principal là-dedans aussi pour convaincre certains premiers ministres provinciaux résistants. Et à la fin, on a un texte, un accord signé de la main. Tous reconnaissent la notion de fédéralisme asymétrique. Ce qui nous a permis, avec le Québec, c'était une entente particulière. Et c'était des montants importants, là. C'était 41 milliards sur 10 ans, la signature de l'entente. Alors, c'était un succès. Et en garderie et congés parentaux, c'était particulier aussi comme négociation? Oui, c'était particulier. Bien, les garderies, bon, prenons la garde d'enfants. Il y a un projet de mettre de l'argent dans les gardes d'enfants. À l'échelle du Québec, comme vous le savez, le Québec est la seule province qui a déjà son système universel de garderie, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors, on l'a réglé. L'argent a été transféré au Québec tel que l'équipe de Jean Charest voulait, sans aucun problème. Le congé parental, ça, c'était une réussite. On était très fiers, Michel Courchaine et moi. Vous parlez de la façon de faire la politique à Ottawa et à Québec et les relations entre les deux. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Oui, c'est différent. Il y a des ressemblances puis des différences. Mais les différences, d'abord, vous l'avez dit, le Conseil des ministres est beaucoup plus volumineux en termes de nombres. Ça vient de toutes les régions du pays. J'avais toujours pensé que M. Bourassa et Johnson ici avaient un rôle différent parfois de faire le lien entre toutes les régions du Québec et prendre une décision. Parfois, ça tiraillait d'une région à l'autre. Alors, vous pouvez imaginer, quand vous êtes premier ministre du Canada, c'est d'une province à l'autre. Ouais. Alors, au niveau de la table, c'est pour ça que c'est important d'avoir des ministres forts du Québec à la table à Ottawa, parce que ça se joue là, les décisions finales. Alors, M. Chrétien, quand il nous nomme ministre, nous donne toujours une lettre de mandat, ce que je n'avais pas été habituée au Québec. Le premier ministre vous écrit. Je vous ai nommé ministre de l'Immigration. Voici mes attentes. C'est pas verbal, c'est écrit. C'est écrit. Vous avez les attentes de votre premier ministre. Et M. Chrétien avait l'habitude aussi de, quand il y avait un dossier qui touchait plusieurs ministères, et pas un seul, il nommait ce qu'il appelait des groupes de référence ministériels. Par exemple, avant qu'on signe l'accord de Kelowna avec les Autochtones, il a formé un groupe de référence ministérielle. 7-8 ministres, il en a nommé un en charge. Il a dit, vous allez me travailler une entente avec les Autochtones. Il a fait la même chose aussi avec le secteur bénévole et communautaire. Et il m'a nommée présidente de ce groupe-là. Et j'en étais très fière parce que en 1997, dans le Livre rouge, c'était notre programme électoral. Dans le comté, est-ce que les électeurs, vos électeurs, vous avez vu une différence dans leurs attentes entre le fait que vous siégez à Ottawa ou à Québec? Bien, les dossiers sont différents parce que les responsabilités sont différentes. Et donc, dans un centre urbain, où moi j'étais, à Saint-Henri-Westmount, ensuite c'est devenu Westmount-Ville-Marie, dans un centre urbain, je dirais que la problématique la plus grande qui occupe votre bureau de comté,
c'est vraiment la problématique d'immigration pour le simple citoyen. Par ailleurs, vous avez aussi tous les organismes communautaires qui ont affaire au gouvernement fédéral. Vous avez aussi les universités, les gens d'affaires avec leurs projets. Quand vous êtes en région, certainement, le dossier de l'assurance chômage est aussi un dossier fort important dans les bureaux de comté. Vous avez dû voir la façon d'être traitée comme femme politique dans l'une et l'autre des capitales. Est-ce qu'il y avait une façon différente d'être perçue? Comme femme, je dirais que dans ce sens-là, c'est assez semblable. Semblable parce que le nombre de femmes n'est pas assez élevé. Alors, l'impact est plus difficile. L'approche, moi je parle de l'approche en politique, là, parce que je me souviens à ma première période de questions à l'Assemblée nationale où j'avais l'impression que j'assistais à une joute de hockey de gars. Hein? Et nous, on n'est pas habitués à ça. Hein? Sauter sur la glace, là, puis donner des coups à droite pas à gauche, là, ça ne nous ressemble pas trop. Donc, la confrontation, là, je suis de celles qui croient que si on était plus de femmes, si on avait le 35 %, que peut-être que l'approche serait différente, que la dynamique pourrait être différente. Est-ce que vous devez travailler plus fort pour établir votre crédibilité, le respect? Toujours. Toujours. Ça, c'est... Plus fort qu'un homme. La politique, quand on regarde ça, à l'heure actuelle, je vous ai donné les pourcentages, c'est encore beaucoup un monde d'hommes. Dans les organisations politiques, souvent, dans les instances politiques d'un parti, souvent les bénévoles, c'est vraiment qui vous font gagner une élection, là, les travailleurs de terrain, ça va être beaucoup des femmes. Hein? Mais les organisateurs, ça va être surtout des hommes. Alors, il y a tout ça qui joue aussi dans les dynamiques de partis politiques. Et comme femme aussi, j'imagine que la conciliation travail, vie personnelle, dans votre cas ministre pendant l'ensemble de votre carrière, ça implique beaucoup de compromis. Oui, et chapeau aux femmes qui se lancent en politique et qui ont de jeunes enfants. Parce que, d'abord et avant tout, il y a une absence beaucoup de la maison, que tu sièges à Québec ou que tu sièges à Ottawa. Tu t'absentes. Si tu ne vis pas dans la ville où est ton Parlement, tu t'absentes beaucoup de la maison. Donc, chapeau à ces femmes-là. Dans mon cas, ce fut relativement facile. Moi, j'étais avec les enfants de mon conjoint. On est une famille reconstituée. Et les enfants étaient rendus à l'époque universitaire, au stade universitaire. Fait que j'en ai même une des filles qui a déménagé avec moi ici à Sainte-Foy pour étudier à l'Université Laval le temps que je faisais de la politique. Donc, les filles étaient plus grandes et mon conjoint a pris en charge toute l'organisation de la maison. Mais c'est très clair. D'abord, les absences de la maison sont très grandes, donc ça doit être difficile quand tu as de très jeunes enfants. L'autre chose, c'est que même au niveau de ta relation de couple aussi, c'est tout un défi. Alors, il faut que tu sois capable de vivre des moments d'intensité quand tu es en famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, très grands, qui vont compenser pour les absences par la suite. Alors, je dirais que moi, je suis très chanceuse parce que j'ai réussi à conserver mon couple et mes relations familiales pendant cette période-là, ces 18 périodes-là. J'ai trouvé ça très, très difficile quand ma mère a été très malade et qu'elle est décédée, parce que je ne pouvais pas toujours être à côté d'elle. Tu sais, on oublie ces choses-là, hein? Mais j'étais obligée de siéger, puis ma mère était très malade. Alors, ça, c'est des époques plus difficiles que d'autres et ça fait partie de la vie politique. Mais
grosso modo, il faut que vous soyez capable d'établir un équilibre pour... il y a une autre vie après la politique, là. Il faut que vous retrouviez vos gens après la politique. Et s'il y a quelqu'un que j'ai fait souffrir beaucoup par mes absences, c'est sûrement mon cercle d'amis. Garder mes liens avec ma famille, assumer mes fonctions de députée et de ministre, j'avais plus de temps pour les amis. Alors ça, c'est pour ça que la qualité de vie est très... elle en souffre un coup quand tu décides de choisir ce métier. Dans vos 18 ans politiques, je crois que c'est 17 ans comme ministre, dernière année dans l'opposition. Ça a dû être une adaptation assez difficile à faire. Avez-vous trouvé? Oui, c'était un changement. Ça faisait 17 ans que j'avais la chance d'être non seulement députée, mais ministre. Et ministre, ça veut dire que tu prends des décisions tous les jours. Tous les jours, tu prends des décisions. Et j'adore prendre des décisions aussi, avec tous les risques que ça comporte. Tu te retrouves à l'opposition, tu ne prends plus de décisions gouvernementales. Et ton rôle, c'est d'obliger le gouvernement à rendre des comptes. Et pour qu'il rende des comptes, tu le critiques. Hein? Alors, de penser que le matin, ma principale fonction, c'est de me lever puis d'aller critiquer l'autre, ce qui ne me ressemble pas du tout. J'aime autant identifier un problème, l'analyser puis chercher la solution. Alors là, à Ottawa, au niveau de la période de questions, c'est très réglementé. Vous avez 35 secondes pour poser une question et vous avez 35 secondes pour y répondre. Alors, d'émettre une question intelligente avec du contenu et qui attire l'attention en l'espace de 35 secondes, c'est tout un défi. De l'autre côté, quand tu es ministre et que tu réponds, on faisait des blagues entre nous, on disait toujours, c'est la période des questions, c'est pas la période des réponses. Tu peux toujours t'en tirer, hein? Mais de poser une question pointue qui va attirer l'attention du public, des médias et tout dans 35 secondes, alors c'est tout un apprentissage. Dans l'ensemble de ces 18 années-là, à Québec et à Ottawa, les réalisations dont qui vous ont donné le plus de satisfaction, dont vous êtes le plus fier, qui, à votre point de vue, ont fait avancer la société? Au Québec, c'est très clair pour moi que c'est le dossier du renouveau collégial. D'avoir amélioré la formation de nos jeunes au collégial, de sorte que leur diplôme a plus de valeur, plus de qualité et les prépare mieux pour les autres étapes de leur vie. Ça, pour moi, c'est une réalisation majeure au niveau du provincial. Au niveau du fédéral, je dirais que c'est vraiment tout le système de gestion des ressources humaines de la fonction publique du fédéral qui n'avait pas été revisé depuis 25 ans et que j'ai revisé et qu'on a réussi à passer une législation. Alors, il y a ça. Puis, relié à ça, c'est quand j'ai été nommée présidente du Conseil du Trésor, j'ai réglé le dossier de l'équité salariale qui traînait dans les tribunaux depuis plusieurs années. Alors, j'en oublie une. J'ai rehaussé les exigences des cadres supérieurs en matière de bilinguisme, avec les hauts cris de plusieurs personnes. C'est une partie de votre bilan. Si les historiens un jour ont à analyser, à revoir tout ce que vous avez fait durant 18 ans, qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent? Quelle question difficile à répondre. J'aimerais ça qu'ils me décrivent en disant 3 mots. Intégrité, conviction, dévouement. J'aimerais ça qu'ils décrivent Lucienne Robillard comme ça, puis qu'ils disent que c'est à partir de son expérience, de ses 18 ans de vie politique, que c'est possible de faire de la vie politique en restant toujours fidèle à ses valeurs. Merci beaucoup, Mme Robillard. Merci.